L'an dernier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui s'en souviennent, la séance que j'avais animée avait pris les allures d'un concours de chant à l'initiative d'Olivier Pastré. Alors, ce souvenir a sans doute découragé certains de nos participants. Il nous manque 2 ou 3 participants, mais c'est tant mieux puisque nous aurons plus de temps pour chacun. Et cette année, ce n'est pas un concours de chant, c'est un concours de dessin que je vais proposer à nos panélistes. L'objectif de cette séance, c'est de dessiner les traits du monde nouveau qui nous attend. Nous avons beaucoup parlé de la crise. Normalement, le thème de ces 3 journées, c'est l'après-crise. Nous nous situons résolument dans l'après-sortie de crise. Donc l'objectif de cette séance, c'est de voir quels sont les traits, et notamment en matière sociale, de ce monde nouveau qui émergera de la grande transformation en cours. Alors pour cela, je donne tout de suite la parole à Jean-Michel Charpin. Inutile de le présenter, il a dirigé l'INSEE, il a dirigé le plan, il a été chief économiste d'une grande banque. Vous le connaissez tous, donc Jean-Michel Charpin. Merci Eric. Bonjour à tous. Dans cette session à caractère prospectif, nous allons discuter des comportements, des motivations, des valeurs susceptibles de favoriser la nouvelle croissance. On sait que dans la période précédente, on a privilégié l'appât du gain. Cela a eu une efficacité réelle, notamment dans les pays émergents, mais aussi, à certains égards, dans les pays développés. Mais il en est résulté un formidable étirement des inégalités de revenus, avec des croissances de revenus d'autant plus élevées qu'on se situait déjà en haut de la hiérarchie. Les augmentations du top 1% dépassaient celles du top 5%, et c'était encore plus élevé pour le top 1 pour 1000 et encore plus élevé pour le top 1 pour 10 000 et ainsi de suite. Dans certains pays, c'est notamment le cas de la France, mais pas dans tous, le quintile du bas a aussi bénéficié d'une partie des gains de pouvoir d'achat. Mais dans la plupart des pays développés, le pouvoir d'achat du salaire médian et des 75% de la population qui en sont proches a quasiment stagné depuis 20 ans. Ceci n'a d'ailleurs pas été sans effet sur la croissance de l'endettement privé. La classe moyenne en a conçu beaucoup d'amertume, jalouse des revenus élevés et des coûts supérieurs et sollicitée pour financer le soutien aux plus défavorisés. Peut-on s'attendre à des tensions moins fortes sur le partage des revenus dans la période à venir? Probablement pas, et notamment en raison de 3 phénomènes. Premièrement, les dettes héritées de la crise. Certes, il ne m'échappe pas qu'à chaque dette correspond une créance et qu'à chaque revenu de créance correspond à la charge de la dette, mais d'une part, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont recevoir les recettes des créances et qui vont payer les impôts pour rembourser les dettes. Et d'autre part, même quand c'est le cas, en termes d'incitation, les effets sont très différents, puisqu'évidemment, celui qui reçoit les revenus de la créance sur le secteur public les reçoit indépendamment de ses efforts, alors que celui qui paye des impôts pour les rembourser, lui, les paye en fonction de ses revenus. Deuxièmement, la charge du vieillissement, qui est encore incomplètement provisionnée. On peut espérer que la partie du poids du vieillissement qui vient de l'augmentation de l'espérance de vie, d'une certaine façon, s'autofinance par l'augmentation de la durée d'activité. Mais en revanche, la partie du poids du vieillissement qui vient de l'effectif nombreux de la génération du baby-boom, elle ne s'autofinance pas, elle n'est pas provisionnée, et le plus longtemps possible, espérons-le, c'est-à-dire jusqu'à quelque chose comme 2035, jusqu'à ce que la génération du baby-boom disparaisse, elle va peser lourd sur le partage des revenus. Troisièmement, le coût de la lutte contre le changement climatique. Le diagnostic est encore incertain, mais si le risque se confirme, nous devrons bien engager des ressources importantes pour réorienter les conditions de production et les conditions de consommation. Il va donc falloir mettre en œuvre de nombreux changements si l'on veut pouvoir motiver les entrepreneurs et les travailleurs. Ce sont ces changements qui doivent, à mon sens, nourrir notre table ronde. Ils concerneront d'abord la répartition des revenus, notamment pour supprimer les rentes de toute nature et pour pouvoir récompenser les créateurs. J'ai entendu à de nombreuses reprises lors de ces rencontres
critiquer, entre guillemets, le dogme de la concurrence, et à certains égards, je comprends ce qu'on veut dire, et je peux jusqu'à un certain point le partager, mais en même temps, je m'inquiète, tant je sais que les rentes sont importantes dans nos sociétés et pèsent sur le partage des revenus. Ces changements concerneront aussi la gestion du secteur public pour réduire les gaspillages et favoriser les investissements porteurs d'avenir. Soyons conscients notamment que pour des raisons macroéconomiques, parfaitement légitimes, les États ont engagé de nombreuses dépenses à l'utilité quelquefois douteuse. Ce dont nous allons discuter ce matin, c'est de donner un sens à la nouvelle croissance pour que la nouvelle génération, la génération qui portera cette nouvelle croissance, comprenne que c'est important pour elle et pas uniquement pour payer les dettes et les retraites de la génération précédente. Merci. Je vais tout de suite passer la parole à Dominique Barton. Dominique Barton, vous êtes Global Managing Director de McKinsey. Vous êtes dans cette entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous avez notamment dirigé la branche asiatique. En Asie, vous étiez installé entre 2004 et 2009 à Shanghai. Vous avez conseillé aussi bien d'ailleurs la ville que le gouvernement coréen. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. L'un de ces ouvrages traitait des Dangerous Markets, comment se comporter sur les marchés dangereux, donc un ouvrage qui date du début des années 2000 mais qui semble conserver toute son actualité. Donc Dominique Barton, je vous passe la parole. Thank you. Thank you very much. It's a great pleasure to be here as well. This is a wonderful world-class conference, so it's a delight to be here. And I think Stephen Green set the bar that the next time I speak I better do it in French. What I would like to do is actually focus on two themes. The first is to briefly highlight some of the other shifts that we see going on in the world. And I'm biased because of the place that I've been living for the last 12 years of my life. But there is a major rebalancing that's going on in the world. And this is a medium to long-term set of trends that we need to look at. And there are a number of others. So just to kind of recalibrate about some of the underlying shifts that are underway. And then secondly, I would like to focus on some of the institutional changes that we think are required. And I want to focus particularly on capitalism in the sense of renewing capitalism, and that's in 4 areas. I believe we need to have much more of a return to long-term thinking than short-term thinking. We need to have much more of a stakeholder versus a shareholder view. We have to have more of an owner governance model when we think about governance, particularly on boards, where you have a large minority player who's in there to help drive the performance. And we need to do things to dampen volatility. So that's the sort of essence of what I wanted to talk about. Briefly, on the shifts that are underway, and we are, whether we're in the middle of the beginning or the end, I'm not sure what the mumbo jumbo is, but we're still in the crisis, hopefully coming out. I don't think we can lose sight of these underlying shifts that are going on. And I think very much, as Stephen Green said, that the crisis is accelerating some of them. And I'm just going to quickly go through them. One is this rebalancing, and that's driven by urbanization in Asia and Africa and South America. We're going to see 900 million middle-class consumers in those parts of the world within 10 years. This is historic. They will not be middle-class consumers to replace the Americans, as Robert mentioned. They're going to have about 20% of the disposable income, but they are buying cell phones, scooters, refrigerators, and so forth. And this represents a big shift. So in the last 3 days while we've been here, about 300,000 people have moved from rural areas to the cities. It's like gravity. It's going to continue. The second big shift that we're seeing is the digitization of the world, or the connectedness of the world. And there is an incredible amount of technological shifts. I won't spend a lot of time on that, other than to make the remark that we have 4.6 billion people with cell phones. Mo Ibrahim, who was here before, talked about Africa having 8 million cell phones in 2000. They now have close to 400 million. That presents incredible opportunities to wire us and link us and innovate. And we think that that shift
is going to continue. We have this demographic issue that's been talked about a lot. The only thing I would say there is that if you look at our GDP growth in the US and in Europe and Japan over the last 30 years, the bulk of that came from more labor coming into the market. So as Robert and others said, more women going into the workforce. 70% of the US GDP growth was coming from more labor into the workforce. As you look ahead on demographics, 70% will have to come from productivity. It will not come from labor. For Europe, that's 100%. For Japan, that's 160%. That represents big challenges or opportunities depending on the way you look at it. The third is this repricing of the planet, we'd call it, something that Bruno knows a lot more than I do. But what from the work he's doing actually in the industry he's in to help with that. But given you have 900 million consumers all aspiring to consume more, the question is, what are we going to do on the resources side without melting our planet? It's a big issue. One anecdote I'll give you, our estimates are by the year 2030, if we continue the way we are, there will be a 30% over demand for water than there is water that's there. So these are things that we have to deal with. And the final sort of shift that we're seeing is this rise of what we call the market state. The unemployment that we're seeing and the transition that occurs when we go through this shift means a lot of people are losing their jobs. Having the OECD, I think with a number of 19% youth unemployment is unacceptable for all of us. 40% youth unemployment in Spain is not a government problem, it's a business problem. And so we're seeing, I think, government's going to play more of a role in how do they create more jobs in their markets and play that forth. So these are some forces that we cannot ignore as we go forward. I think I'm an optimist. I think they're going to generate a lot of opportunity. I think there are an incredible number of new businesses that will be created. Agri-food may not seem like that much an exciting of a business, but it is and it will be. Infrastructure, $10 trillion market. Healthcare and all related services. Education, I think, is the single most attractive industry in Asia that you can see. Clean tech. Insurance, technology enablement. There is a lot to be done, and that's not to be done by businesses that are in these areas with the 900 people. They're businesses that can be serviced and done by people in Europe and the US, and we need to shift to that. The final part I wanted to talk about was just these elements of institutional change, which I think are critical. And the first is most important to me is this shift back to a long-term perspective. This quarterly earnings to me is like looking at a plant, a tree that you're trying to grow, and ripping it out of the ground every month to check if the roots are growing. And I believe that the competitive advantage that Asia has, if I could bucket it in that group, is actually their long-term thinking. They're thinking in more 10 to 20 to 30 years. The Korean president, when he came into power, wrote a 60-year vision. I mean, these are things that we don't talk about. And I think that there's a lot that has to be done, particularly with investors. Investors, especially the so-called long-term investors, hold about 35% of financial assets. But they've become short-term. And a lot of that's because of the incentives. You need short-term performance to attract more assets to your business. If you have a 3% better performance in what you're doing, you're going to get a 20% inflow. So even some of the long-term funds are actually behaving in a short-term manner. You look at the annual turnover of stock and where things are on the various markets around the world, it's increased. You look at the life cycle of a CEO, it's been decreasing significantly over the last 20 to 25 years. So this is an area we need to move and all work on to be able to build and improve our education and so forth for the future. The stakeholder versus shareholder view, first of all, I would say it's a false trade-off that you only focus on shareholder value and it's a cost if you're moving on the stakeholder side. Many organizations are showing that you have to do that. And not to go back into the quote land, but if you look at Adam Smith and what he wrote in The Theory of Moral Sentiments, self-interest and greed was not what he believed drove the market. He believed that entrepreneurs were required to take a broader role in the society in which they worked so that their enterprise could succeed. There was very much that view. And I'll just close off by saying again, there are many challenges out there and shifts. I think if we take
the right time frame and perspective, we have all the capabilities to be able to thrive in that new time. Thank you very much. Je passe la parole à Michel Sicurel, le président de la compagnie financière Edmond Rothschild. Michel. Alors, ça marche, vous m'entendez? Ça marche très bien. Ok. Alors, comme on n'a pas le droit de parler de la crise ou de la sortie de crise, j'ai choisi de vous raconter une histoire juive. Plutôt ashkénaze. C'est Goldstein et Goldberg qui se rencontrent, et Goldstein dit à Goldberg « Comment tu vas ?» Et Goldberg dit « En un mot, bien. » Il lui dit « Et en des mots ?» Il lui dit « En des mots, pas bien. » J'ai pensé que ça résumait assez bien la situation. Néanmoins, c'est très rafraîchissant de s'interroger sur les ressorts de l'après-crise en plein cœur de cyclone, car ce moment actuel est terrible, où les réanimateurs de l'après-Lehman sont eux-mêmes touchés par le virus. Le virus, c'était, paraît-il, les actionnaires trop cupides et leurs complices, les vilains banquiers, faisant crédit aux pauvres salariés pour leur rendre du pouvoir d'achat et leur refilant leurs propres emprunts douteux déguisés en placements de pères de famille. Mais l'imposture est démasquée, Michel Barnier est déterminé, on ne nous y reprendra plus, désormais en un mot tout est bien. C'est simple et clair comme une fable de La Fontaine, ça fleure bon le savetier et le financier, un joli parfum de lutte des classes, une occasion rare de faire communier ensemble marxisme-léninisme, morale judéo-chrétienne, finance islamique et bonne vieille tradition industrielle, tous unis contre l'avidité du capitalisme financier, une bonne fessée et chacun revient au bon sens, fin de la pandémie. C'est le charme des réunions d'Aix de tout dire, avec même un brin de caricature, règle des 7 minutes oblige. Je me désolidarise donc un court instant de mes complices de la Ligue des privilégiés repentis et vous propose un autre parfum d'après-crise. Je crois en 2 mots que tout ne va pas bien. La seconde moitié du XXe siècle, à mon avis, est dominée par l'absolutisme du consommateur des pays riches. Un consommateur roi, régnant sur 3 royaumes simultanément. Le premier, c'est la concurrence mondialisée, qui force l'entreprise et ses salariés à se faire violence pour satisfaire le consommateur exigeant. Le deuxième royaume, c'est l'émergence des briques, on vient d'en parler. Le riche consommateur occidental abandonne l'effort de travail et d'épargne au monde émergent, industrie chinoise, services indiens, agriculture brésilienne. Ainsi, le roi a trouvé la martingale pour ne pas être en même temps le client capricieux et le producteur sous pression. Il botte en touche en colonisant le nouveau monde consentant. Au troisième royaume, l'appétit vient en mangeant et le consommateur roi veut faire bombance. Alors en Europe, les États-providence s'abandonnent au déficit pour accroître les transferts sans prélever trop les classes moyennes. Aux États-Unis, ce sont plutôt les banques qui régalent et les émergents, ne pouvant se passer d'un consommateur occidental vorace, arrosent le festin en recyclant leur épargne pour financer la providence de leurs clients. Le taux de croissance des années 2000 devient exceptionnel et c'est le consommateur des pays riches qui bat la mesure. Pourtant, ce somptueux deal global, gagnant-gagnant, comme disent nos amis chinois tout le temps, tourne au vinaigre. Nous voilà au bout de l'âge d'or où les cigales chantaient, tandis que les fourmis économisaient et travaillaient, car on n'était pas dans la bonne fable de La Fontaine. Et la morale est bien plus douloureuse cette fois, puisqu'il ne s'agit plus de faire payer le vilain financier. C'est le bon savetier qui est sur la sellette et il devra chanter un peu moins fort. D'abord parce que les ressorts de la consommation occidentale se relâchent. Tour de vis à la dette publique et privée, vieillissement des populations, survivance d'un niveau de chômage élevé sont autant de menaces pour le consommateur roi et son compère, le producteur émergent.
d'autant que les émergents ne feront pas toujours crédit dans un système monétaire international délabré. Aujourd'hui, c'est l'euro qui est malmené, mais franchement, la faillite de la Californie vaut bien celle de tous les PIGS réunis. Si le cours de l'or grimpe, c'est par défiance envers toutes les grandes monnaies. Est-ce un hasard si les Chinois commencent à se passionner pour le concept lunaire de monnaie mondiale? Même sans secousse monétaire grave, le dumping émergent et le confort des cigales ne se tiendront pas éternellement par la barbichette. Aujourd'hui, les exportations émergentes se nourrissent largement de consommation intermédiaire importée, naturellement produits de base ou de haute technologie, mais aussi un ensemble de productions qui restent les bastions des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Si l'Allemagne demeure le premier exportateur mondial, c'est surtout parce qu'elle fournit ce dont les BRIC ont besoin. Or, les émergents, Chine en tête, conduisent inlassablement un effort d'autosuffisance qui réduira fatalement le contenu en importation de leurs exportations qui reste élevé. Pourquoi les classes moyennes occidentales aujourd'hui, comme leurs homologues japonaises depuis 20 ans, se pensent-elles gravement menacées? Est-ce l'érosion de leurs retraites, le chômage de leurs enfants? Est-ce le soutien aux plus défavorisés? Parce que chacun sait que faire payer les riches en Occident, c'est en fait pressurer les classes moyennes, d'autant plus que la moitié des millionnaires en dollars du monde se trouvent déjà en Asie. Est-ce l'écart qui s'est creusé avec les classes dirigeantes, qui ont profité de l'actionnariat des entreprises globales, même si la mondialisation a favorisé la consommation de masse à bas prix? Je ne crois pas. La vraie menace est que le deal entre les cigales et les fourmis s'achève et les classes moyennes le savent. D'ailleurs, nos salariés se plaignent de conditions de travail plus dures, imposées par l'âpreté de la compétition internationale. Contrairement à la vulgate politico-médiatique, ce ne sont pas les riches qui menacent nos classes moyennes, ce sont les pauvres, ceux des pays émergents, qui s'efforcent légitimement de rejoindre à tout prix les rangs de la classe moyenne. Mais ils ont flatté l'indolence des masses occidentales et tout flatteur vit aux dépens. Encore La Fontaine. Riches et pauvres de notre vieux monde sont sur une même galère. À quoi ressemblera la fin du consommateur roi occidental? Une fin résignée à la japonaise, comme depuis 20 ans? Une fin tragique, genre protectionnisme des années 30? Mais pourquoi pas une fin sérieuse, où l'Occident se remet au travail pour payer sa consommation? Nos entreprises devront investir beaucoup plus et intéresser leurs salariés à la création de valeur. Il ne faut surtout pas éliminer les stock options. Il faut en offrir à tous les travailleurs. On devra négocier aussi avec les fourmis, qui n'ont nulle envie de tuer la poule occidentale aux œufs d'or, non pas bien sûr en leur demandant de jouer dès maintenant les cigales. Ça a déjà raté avec les Allemands, et Hu Jintao n'est pas vraiment plus cool qu'Angela. Mais leur demander de partager un peu mieux la fourmilière, comme le fait précisément l'Allemagne avec la Chine. D'ailleurs, et je voudrais terminer par là, les émergents savent bien avec qui ils doivent compter. Jugez-en, je rentre de Chine, un grand banquier chinois à qui je demandais en quelle monnaie il plaçait le compte propre de la banque m'a dit sans changement. Alors je lui ai dit mais c'est quoi sans changement? Et il m'a fait cette réponse terrifiante à tous égards. Il m'a dit 40% en dollars, 20% en euros et le reste en diverses monnaies, notamment le Deutschmark. Merci. Bruno Lafont, vous dirigez un grand groupe industriel, Lafarge, le leader mondial dans les matériaux de construction. Vous avez eu l'occasion de travailler également dans les pays émergents, puisque vous avez été pendant 4 ans en Turquie, vous avez favorisé le développement de votre groupe. Alors, le point de vue de l'industriel, Bruno Lafont. Je vais essayer en très peu de mots vous dire ce que sont les aventures d'un groupe industriel dans les pays émergents, et ça fera écho aux présentations extrêmement brillantes qui viennent de se produire. D'abord, je trouve que les pays émergents sont en forme. Alors bien sûr, il y a des contrastes.
Et Lafarge est présent dans 65 pays émergents, donc j'y vais à peu près tous les 2 ans dans chacun. Il y a des contrastes, il y a des difficultés, mais pratiquement tous ces pays émergents ont bien traversé la crise. Qui l'eût cru il y a quelques années, et encore au début de la crise, tout le monde parlait découplage, pas découplage. On s'aperçoit que certains étaient bien préparés, que certains étaient bien supportés par des progrès qu'ils avaient faits, que d'autres ont bénéficié des augmentations des prix d'énergie et de matières premières, que certains ont bénéficié également des bonnes mesures qu'ils avaient prises, notamment en Amérique du Sud, pour se préparer. Les seuls qui ont vraiment souffert sont les pays d'Europe de l'Est, qui étaient probablement trop proches de l'Europe. Ces pays émergents consomment 80% du ciment mondial. Alors vous me direz, le ciment, c'est pas important. En fait, le ciment, c'est la première matière que les gens consomment quand ils ont satisfait leurs besoins alimentaires. Donc c'est un indicateur intéressant. Et dans un monde économique qui manque terriblement de statistiques, c'est important. Où va ce ciment? Il va chez le fermier indien qui va agrandir sa maison quand il a plu correctement. Il va construire des barrages ou des stations d'épuration ou des centrales électriques quand les gouvernements le décident, et il va également contribuer à la construction de logements grâce au phénomène d'urbanisation. En fait, les risques principaux qu'on voit aujourd'hui, ce sont des risques de bulles immobilières, mais apparemment, les bulles immobilières sont sous contrôle. En tout cas, c'est ce que disent les observateurs les plus avisés, notamment en Chine, où j'étais il y a peu de temps. Alors, les pays émergents constituent effectivement un relais de croissance pour les entreprises, pour le monde bien entendu, et ces relais de croissance, ils sont à l'œuvre. Et moi, j'ai retenu deux raisons fondamentales pour lesquelles ils sont à l'œuvre. Je ne reprendrai pas la question de l'urbanisation qui a été mentionnée par Dominique Barton. Je parlerai de l'éducation. C'est quand même impressionnant de voir qu'en 2004, je crois que c'est les dernières statistiques connues, il y avait 350 000 nouveaux ingénieurs en Chine, 117 000 en Inde et 27 000 en France et une centaine de milliers aux États-Unis. Donc on voit bien que c'est ça qui, avec l'urbanisation, va faire en sorte que le revenu par habitant va bouger. Et le revenu par habitant qui bouge, c'est vrai qu'il n'y a pas encore grand monde qui gagne entre 10 et 20 000 dollars par habitant, mais ce que dit McKinsey, qui fait des études économiques, c'est qu'il y en aura 400 millions de plus dans une quinzaine d'années. Et 400 millions de plus, donc, qui vont rejoindre effectivement. Et dans le même temps, il y a 1 milliard d'habitants de la planète qui vont sortir de la zone de pauvreté, c'est-à-dire la zone où on est inférieur à un certain revenu, dont je n'ai pas réussi à trouver le seuil en lisant mes statistiques, mais c'est très important. Et c'est ça qui doit permettre de fueler la croissance. Et je voudrais, pour tenir dans les 6 minutes, faire juste 2 commentaires pour répondre aux questions comment faire que tous ces leviers qui sont à l'œuvre vont donner leur maximum et comment faire pour que tous ces leviers qui sont à l'œuvre puissent profiter un peu aux pays développés pour répondre à la question est-ce que le consommateur du pays développé est condamné? Et ces 2 commentaires, en fait, ils vont un peu dans le même sens. Et je pense que les pays développés y ont été bien préparés par la crise. Ils vont dans le sens de faire évoluer nos attitudes. Et je propose 2 directions. La première, c'est que je crois que nous devons adapter notre analyse du risque et notre compréhension du risque. Je crois qu'aucun pays n'est à l'abri du risque, et c'est ce que la crise révèle, et que les pays développés, pas plus que les pays émergents. Alors ce ne sont pas les mêmes risques, et d'ailleurs tous les pays émergents ne font pas face aux mêmes risques, et les mêmes risques n'ont pas tout le temps la même prégnance ou la même importance. Et dans un monde globalisé, les risques pays discriminent, mais en fait ils convergent en intensité, et je pense que la vraie mesure de risque et le mode de mesure des risques doivent être remis en question. Car dans un monde globalisé, on peut mieux répartir les risques. Et le principal risque, et ça c'est l'expérience qui nous le montre, le principal risque c'est l'ignorance. Et l'ignorance nous indique que nous devons apprendre. Et que sur les pays émergents, nous savons encore beaucoup trop peu de choses. Rien que sur le marché du ciment, pratiquement 70% des statistiques sur le marché du ciment sont faites aux États-Unis et concernent le marché américain qui ne consomme même pas 10% du ciment mondial. Nous n'avons pas de statistiques de consommation de ciment sérieuses dans les pays émergents. Et là, je lance un appel au cercle des économistes pour qu'ils contribuent à nous aider et qu'ils contribuent à approcher davantage. Si
80% de la croissance se passe dans des pays qui aujourd'hui sont méconnus. C'est maintenant qu'il faut les analyser et c'est en anticipant qu'on créera une plus grande confiance, qu'on créera une meilleure approche de risque, qu'on réduira notre ignorance et que nous aurons probablement un retour dans les pays développés, notamment pour les entreprises qui s'y consacrent. La deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que je crois que nous devons adapter nos méthodes de pensée, nos méthodes de gestion et nos méthodes d'action. Car la réussite dans un monde globalisé réduit aux pays de l'OCDE n'a rien à voir avec les conditions de réussite dans un monde totalement globalisé et, si j'ai bien compris de ces 2 jours, de plus en plus multipolaire. Alors, mobiliser les ressources locales, apprendre à comprendre les différences, ne pas croire à un modèle unique, apprendre des nouveaux concurrents qui sont en train d'émerger partout dans les pays émergents. Nos nouveaux concurrents, nos concurrents ne sont pas ceux que nous avons historiquement depuis 20 ans. Ils sont en train de naître et ils vont croître et ils vont progresser et ils ont des choses à nous apprendre. Nous en avons personnellement l'expérience. Retrouver et faire la différence entre valeurs et culture. On peut avoir des valeurs, quelques valeurs universelles, qui ne tuent pas les cultures différentes. Or, faire travailler des pays émergents, travailler dans les pays émergents, arriver à trouver des convergences, c'est ne pas démolir les cultures locales, mais trouver les valeurs qui vont nous permettre de converger suffisamment. Enfin, sur le plan de l'innovation, notre challenge, ça n'est plus d'essayer, ou plus seulement, d'essayer de véhiculer nos produits innovants des pays développés vers les pays émergents, c'est de trouver pour les pays émergents des solutions qui concernent des milliards d'hommes et qui sont les solutions dont ils ont besoin demain matin et pas dans 10 ans. Ça veut dire en gros le modèle et le nouveau modèle de gestion que nous essayons de faire vivre un peu mieux tous les jours, c'est vraiment un modèle de la diversité. Alors pour une croissance nouvelle, pour une croissance durable, je dirais que là, je vais peut-être paraître un peu optimiste dans l'ambiance actuelle. Je ne crois pas qu'il faut être trop optimiste. Je crois qu'il faut que nous gardions beaucoup de modestie, mais que nous accroissions sérieusement notre capacité d'anticipation et d'adaptation et que nous continuions à croire que la responsabilité et l'autorégulation peuvent relayer efficacement, notamment dans des zones où les régulations n'existent pas encore assez, le développement durable. Et je dirais pour conclure que la crise nous a bien entraînés à cela et que les méthodes qui marchent en temps de crise sont les méthodes qui sont nécessaires aussi pour manager les fortes croissances. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Robert Reich. Robert Reich, vous le connaissez, c'est sans doute l'économiste américain le plus européen, celui que nous écoutons beaucoup, celui que nous apprécions, pas seulement en France mais en Europe et dans le monde. Robert Reich a eu des responsabilités au niveau gouvernemental aux États-Unis. Il a été secrétaire d'État, ministre du Travail de Bill Clinton, mais il a eu des responsabilités également auprès d'Obama. Il est aujourd'hui professeur. Il a publié différents livres que vous avez sans doute lus, Supercapitalisme, le dernier, qui a été publié dans de très nombreuses langues. Alors, Robert Reich, je vous cède la parole. Thank you very much for being here once more. Thank you. Well, thank you very, very much. I must apologize for speaking in English. My French used to be quite good when I was a young man. It has deteriorated to a point where I'm embarrassed to use it. But my English has also deteriorated, not as quickly as my French. I'd like to focus on the problem of inequality, because it seems to me that even if and when we get the macroeconomic policies correct and sufficiently correct to get out of the Great Recession, and I worry that we are still far away from doing that, by the way, and I worry that the people who are suffering most are among our most vulnerable, our poorest. They are the first to be unemployed. They are the first whose social services are being cut in a race for and toward fiscal austerity. But even when we get all of this correct, there is still a long-term structural problem that continues to grow. Now, the United States is the outlier. It is the most extreme form of inequality in rich nations, but
most developed rich nations are heading in the direction of the United States. So it's worth spending a moment examining what is happening and what has happened there, and also examining whether there is a relationship between widening inequality and the Great Recession and economic tensions, as well as political tensions that we are experiencing. In the late 1970s, in the United States, the top 1%, that is the richest 1%, received about 9% of total national income. Since the late 1970s, there has been greater and greater concentration of income at the top. And of course, when we're talking about concentrated income, we must assume that wealth is even more concentrated. The data on wealth are not as good as the data on income, so I'm going to concentrate on income for the purposes of this discussion. As I said, in the late 1970s, early 1980s, the top 1% was receiving about 9% of total income in the United States. But then, over the 1980s and 90s and the first decade of this century, income concentrated more and more, to the point where in 2007, the latest date for which we have good data, we know that the top 1% received 23.5% of total national income. Now, what has happened to the middle class can be seen by simply looking at the median wage. The median wage in the 1950s and 60s went up with productivity improvements. It continued to go up through most of the 1970s, and then it stagnated. For the last 3 decades in the United States, the median wage adjusted for inflation has barely budged. How then have Americans, particularly American consumers in the large middle class, continued to buy? Continued to buy enough to sustain the economy and also import goods from Europe and China? Well, there are 3 simple answers. Number 1, women went into paid work. Number 2, everyone worked longer hours. And number 3, finally, when those 2, we might call them coping mechanisms, were no longer available because they were exhausted, Americans went into debt. Consumers used their homes as ATMs, home equity loans, and other devices to use homes and the rising home values as ways of generating more and more income to compensate for the fact that median wages were stagnating. But there is only so far that that debt bubble could go, and of course, we know now that it exploded. And the question that this panel will be addressing is what of the future? In the United States, I am frankly concerned. I don't know where demand will be coming from. Consumer demand in the United States, consumers account for around 70% of the total economy. But American consumers are coming out from under a huge amount of debt. They will not be able to get loans as easily as they could before. Many of them are scared. They are scared of being unemployed. The unemployment rate continues to be exceedingly high in the United States. Exports cannot fill in the gap. Businesses are sitting on a great deal of money, but they are not going to invest that money in new jobs and new machinery and equipment as long as there are not consumers out there to buy all that
businesses can generate. And so, again, where will demand come from? Incidentally, it's important for our discussion to recognize that there was another year besides 2007 in American history in which the top 1% took home more than 23% of total income. That other year was 1928. I'm not suggesting that there is a direct correspondence, but it's interesting if you look back on the 1920s to see a widening gap similar to the widening income gap we experienced in the United States up until 2007 and presumably beyond, and also a debt bubble that finally popped. Now, the choices ahead in America, and I assume, but I don't want to be presumptuous about this, that the choice ahead is similar in other countries that are experiencing widening inequality, and virtually every major country, particularly every rich country, is experiencing widening inequality and has experienced widening inequality for very similar reasons. And that is because globalization and technological change have been very good to people with the right education and the right connections, but very bad for people with inadequate education and inadequate connections. Meanwhile, the financial sector has grown dramatically, and the financial sector is a source of very great income for those with the right education and connection. But in the future, I see basically two choices. One choice is fundamental structural reform that looks at inequality as a structural problem, not just in terms of moral and ethical issues, although those are very powerful, but also in terms of economic and political stability, and therefore embarks upon programs of education that improve the opportunities for the bottom half. In the short term, perhaps income supplements for people who are earning less than the median wage. In the short term, earnings insurance for people who have to get a new job that pays less than the old job. Earnings insurance that pays a portion of the difference for maybe a year or two or three. A more progressive income tax and perhaps wealth tax. Less reliance on sales taxes and value-added taxes, which are quite regressive, and so on. But you get my point. It is reform that takes widening inequality seriously. The alternative, I'm afraid, is political backlash. Backlash against immigrants. Backlash against the poor. Backlash against foreign trade, international trade. A backlash even against corporations, big corporations and banks. A backlash against government. In the United States, we already see the seeds of such a backlash on the political right and the political left. They consider themselves quite different, but there's a great overlap. The problem with these kinds of movements and backlashes is self-evident. They can destroy the fabric of a society, and obviously, as we learned from the 1930s and the Smoot-Hawley tariffs, they can undermine dramatically economic growth. It seems to me if those are the choices, and I very much look forward to finding out whether you, informally when we talk, or other members of the panel view these as the fundamental choices ahead, it seems to me that if these are the fundamental choices, we have, as members of our societies, very little choice when it comes down to it. Thank you very much.
Je passe la parole maintenant à Augustin de Romanet. Augustin de Romanet, vous avez eu des responsabilités dans l'administration à différents niveaux. Vous avez été conseiller économique à l'Élysée. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la Caisse des dépôts. Augustin. Merci Eric, bonjour à tous. Alors, je crois qu'effectivement, la question de savoir si on est sorti ou pas de la crise, si on a le droit d'en parler ou pas, etc., est une question qui est vite résolue si on regarde l'histoire. Ma conviction personnelle est qu'on est au début d'une très grande crise avec un grand C, comme on en connaît tous les 80 ans. Alors, je ne veux pas être très long, parce que je pourrais déjà vous parler 10 minutes sur ce premier sujet, mais des chercheurs américains ont regardé 26 générations depuis 500 ans aux États-Unis. Ils ont trouvé un cycle de 80 ans que je vous résume de la façon suivante. La première génération connaît la crise et la gère, c'est 1925-1945. Après la crise, vous avez des fortes valeurs morales, un sentiment de solidarité qui crée la reconstruction, 45-65. Après survient une troisième période qu'on appelle une période d'éveil ou d'apogée, où les valeurs individuelles commencent à survenir, mai 68, Woodstock, c'est l'apogée. Et après cette période d'apogée, vous avez une quatrième période qui s'appelle unraveling en américain, l'effilochage, où on commence à se laisser un peu aller, l'endettement public, la déréglementation, et ça vous donne la crise des valeurs Internet ou la bulle des subprimes. Et ce livre américain qui était écrit en 1997 nous disait « Ne vous inquiétez pas, il y aura une crise vers le début des années 2005, mais à partir de 2025, ça sera formidable. » Et ma conviction profonde, et c'est ce qui m'anime, c'est que nous devons créer les conditions pour acheter le maximum de parachutes ventraux, dorsaux et d'airbags pour éviter que cette crise ne fasse trop de victimes. Alors même si l'objet est de parler des conditions de sortie de cette crise, je vais quand même essayer de la qualifier. D'abord, nous avons un double basculement. Premièrement, ce basculement du temps dont je vous ai parlé, qui tient au mouvement des générations. Deuxièmement, un basculement vers l'Est. 2010 est une année historique, puisque c'est en 2010 que le PIB des pays hors OCDE dépasse le PIB des pays de l'OCDE. Et en 2030, nous aurons 60% du PIB mondial qui sera hors pays de l'OCDE. Donc, comment qualifier cette crise en quelques mots? Le monde de l'OCDE est marqué par une perte de confiance, une hausse des incertitudes vis-à-vis d'une multitude de dispositifs qui structuraient nos économies. Perte de confiance vis-à-vis des financeurs de l'économie, les banques, les marchés, est-ce que la valeur réelle produite est correcte, les rémunérations. Et d'ailleurs, à certains égards, même si ce n'est pas la seule perspective, les gouvernements exploitent cette défiance. Regardez la taxe bancaire qui va, d'après ce qu'on a compris ce matin, encore empêcher les banques d'acquérir des emplois risqués et des actions pour favoriser la croissance. Deuxième défiance vis-à-vis des États. Les dettes publiques s'accroissent et aujourd'hui, déjà, ce ne sont plus les États qui sont les assureurs de dernier ressort, mais les banquiers centraux. Donc à la fin de l'histoire, les monnaies. Et les monnaies, eh bien finalement, c'est chacun d'entre nous, puisque la valeur de la monnaie, c'est la valeur du patrimoine de chacun d'entre nous. La perte de confiance s'accompagne d'incertitudes dans le domaine du pacte social. Je n'élaborerai pas sur les classes moyennes qui vivent toutes dans la crainte du déclassement. Comme Bob Reich l'a dit, les classes aisées s'enrichissent de plus en plus. Les pauvres ont un filet de sécurité. Et en revanche, les classes moyennes sont concurrencées par toutes celles des pays émergents qui veulent atteindre leur niveau. J'ajoute les inquiétudes sur le financement des retraites. J'ajoute les tensions sur le patrimoine. Aujourd'hui en France, les plus de 60 ans ont 22% du revenu national, les 2/3 du patrimoine privé, les 3/4 des portefeuilles boursiers. Et évidemment, en contrepartie, vous avez un certain nombre de personnes âgées, dont près de 600 000 en France, qui sont au minimum vieillesse. Donc, vous avez des incertitudes sur la cohésion sociale, vous avez également des incertitudes sur le devenir des prix. Est-ce que nous allons connaître une très forte inflation qui va ruiner tous nos patrimoines, ou est-ce que nous allons rentrer dans une déflation à la japonaise et qui va geler nos économies? Pour résumer, ce climat de défiance qui caractérise ce début de crise va conduire à une hausse des taux d'épargne qui va ralentir la sortie de crise, et c'est probablement la raison pour laquelle l'un des enjeux sera de mieux utiliser l'épargne. Et deuxièmement, la hausse de l'aversion au risque qui conduit les régulateurs à accroître encore la dureté des réglementations, handicapant ainsi la vitalité de l'économie.
Alors, le monde de l'après-crise, comment peut-il être dessiné? Je crois qu'il suppose un nouveau pacte social. C'est une idée qui est valable d'ailleurs dans les pays de l'OCDE, comme dans les pays émergents, qui ont besoin de recréer une communauté entre les différentes catégories de la population. Je m'arrêterai aux pays de l'OCDE. Il faut que la transition soit de nature à mettre l'ensemble des personnes et des citoyens dans le même bateau, qu'ils en voient tous les bénéfices. Pour cela, j'identifierai 6 ou 7 points. La première chose, il faut purger les excès de l'endettement passé par des ajustements qui soient justes et acceptables. Il faut une équité dans le présent entre les individus, mais aussi entre les générations. La menace qui survient à notre génération est une menace qui est bien décrite dans l'ouvrage de Jacques Attali, qui nous rappelle qu'il a existé en 1797 un phénomène dont plus personne ne se souvient, mais qui s'appelait la banqueroute des 2 tiers. En 1797, le ministre des Finances, Ramel, a décidé que la dette de l'État ne vaudrait plus 100, mais 30. Et en réalité, elle a valu 3. À l'époque, les dépenses publiques représentaient 2 ou 3% du PIB, et encore, c'est une estimation optimiste. Aujourd'hui, les dépenses publiques sont de 55% du PIB en France, ce qui signifie que la rétractation des dépenses publiques va devoir être considérable. Et comme ces dépenses publiques correspondent pour la plupart d'entre elles à des transferts sociaux, cette rétractation va devoir se faire dans un esprit de justice extrêmement développé. Je n'élabore pas et je vous renvoie aux travaux de M. Amartya Sen. Deuxième sujet, il va falloir trouver les relais d'une nouvelle croissance. Dans cette perspective, tout ce qui peut développer la recherche, l'innovation, les infrastructures et contribuer à un nouveau modèle de croissance est crucial. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la maison dans laquelle je suis, la Caisse des dépôts, a décidé de faire du développement des universités en France une priorité. Pourquoi avons-nous fait des universités une priorité? Pour une raison simple. En 2007, nous avons fait le constat que le développement de notre pays passerait par la création d'emplois. Or, créer des emplois, ça se fait par des gens qui ont l'énergie pour cela, et principalement les étudiants des pays en voie de développement. Si nous voulons avoir des étudiants des pays en voie de développement qui viennent s'installer chez nous, on ne peut pas compter que sur les grandes écoles. Il y avait 400 places à Polytechnique en 1900, il y en a toujours 400. Il y avait 400 places à HEC en 1945, il y en a toujours 400. En revanche, si on veut accueillir en masse des Indiens, des Singapouriens, des Chinois, etc., qui, une fois qu'ils auront vu la qualité de la vie française, qui est un atout extraordinaire, ou la qualité de la vie européenne en général, pourront s'installer chez nous, ils créeront des entreprises, et vous imaginez le cercle vertueux. Troisième point, il faut évidemment partager la valeur ajoutée, et je ne développerai pas l'importance de l'actionnariat salarié et des stock options pour tous. Quatrième point, la nécessité, dans une économie où les fonds propres sont de plus en plus rares, d'orienter l'épargne des particuliers vers des investissements de long terme favorables à la croissance. À cet égard, et comme un petit caillou sur le chemin de la fin de 2011, je mentionne à ceux que ça peut intéresser que pour ceux qui considèrent que le Fonds stratégique d'investissement est une institution utile dans notre pays en tant qu'il permet d'investir, notamment dans l'industrie, pour garder une localisation de centres des décisions en France, il suffirait que fin 2011, les pouvoirs publics décident de recentraliser le livret d'épargne privilégié français qui s'appelle le livret A à la Caisse des dépôts et que ces fonds soient mis en délégation au FSI pour qu'on multiplie par 2,5, c'est-à-dire qu'on atteigne un fonds stratégique d'investissement qui serait de 50 milliards d'euros. Donc les solutions existent. Cinquième point, sur les normes comptables. Jean Azéma a parlé de Solvency II, je parlerai donc des normes de l'IASB. Et sixième point. Au sein de la Commission européenne, Michel Barnier est conscient que nous avons un rendez-vous historique. Est-ce que oui ou non, la Commission européenne va continuer à déléguer à un organisme sans légitimité démocratique le soin de dire ce que vaut une entreprise? Comme Éric m'invite à clore, je vais clore avec la citation d'un autre Éric. Éric Le Boucher, dans Les Échos vendredi, disait « À chaque très grande crise, et je crois que nous sommes dans une très grande crise, correspond un changement de paradigme. La grande crise de 29 a conduit au keynésianisme. Il fallait qu'il y ait plus d'État, pour plus de solidarité, pour amortir les conséquences de la crise. Ensuite, la grande inflation du début des années 70 a légitimé une déréglementation assez systématique pour faire jouer la concurrence et pour, comme une réponse à l'affaissement des gains de productivité. Aujourd'hui, je crois que nous avons une troisième grande crise qui nécessite un nouveau paradigme et comme le disait Éric, les recettes du keynésianisme, chacun voit pourquoi elles ne sont pas possibles, les recettes de la libéralisation à outrance, chacun voit pourquoi elles ont marqué leurs limites. La recette se trouve probablement dans ce qu'a évoqué notamment notre ami de McKinsey,
le fait de revisiter le vrai libéralisme du 19e, éclairé par Adam Smith et sa théorie des sentiments moraux. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le grand théoricien de la justice du XXIe siècle, Amartya Sen, a réédité la théorie des sentiments moraux il y a quelques mois aux États-Unis. Donc je crois qu'il faut avant tout être conscient que l'ajustement que nous allons faire va être d'une violence telle qui suppose d'être extrêmement attentif aux personnes. Et pour conclure, je dirais que le meilleur moyen de faire baisser la dette, c'est d'accroître la richesse, puisque il n'y a pas d'autre solution que d'accroître l'innovation, de mieux valoriser l'épargne, de faire le choix de garder une industrie dans nos pays de l'OCDE, parce que, vous savez, cette théorie des cycles, elle vaut naturellement pour l'Occident, mais elle vaut aussi pour la Chine. Et dans 20 ou 25 ans, lorsque nous commencerons à nous réveiller, eh bien, il est possible que les pays du Sud-Est asiatique aient besoin de notre dynamisme. Voilà, pardon ma longueur. C'était très long, mais bon...